Bonjour à tous. Je suis totalement en violation des règles de distanciation sociale avec Dominique. Donc, une fois que je vous ai dit bonjour, je vais remettre mon masque. Voilà, nous sommes dans les bureaux d'Utopie pour une partie d'entre nous. Et je ne peux pas vous montrer la salle, mais il y en a plein dans le respect des règles sanitaires en face de nous. Je confirme. Et une partie à distance. Bienvenue à tous. Je suis ravie. C'est la première masterclass qu'on fait en faisant un format hybride où il y a une partie des gens en présentiel, une partie des gens à distance. Donc, c'est un peu un challenge, d'où notre léger retard, mais je pense que ça va marcher. Juste pour vous dire, je suis absolument ravie d'accueillir Dominique, que je connais depuis, on va dire, quelques décennies pour faire sobre dans cette masterclass. Je vous rappelle que le principe de ces masterclass, c'est d'inviter des personnalités à nous parler de leur vision de la crise climatique, de la crise environnementale, des solutions à la crise environnementale aussi. À l'origine, c'était des formats qu'on avait pensés, c'est un peu ce que j'avais dit à Dominique quand on a prévu cette conférence à l'époque du Monde d'avant. C'est des masterclass qui étaient prévus pour l'équipe d'Utopie. Et puis, pendant le Covid, on s'est dit que, comme tout le monde était à distance, on pouvait les élargir à notre écosystème, aux clients que ça intéressait, etc. Ce qui explique qu'on soit aujourd'hui plus nombreux que l'équipe d'Utopie, que je salue quand même pour ceux qui ne sont pas dans les bureaux. Voilà, donc je vais laisser la parole à Dominique qui va parler à peu près 45 minutes. On est ensemble jusqu'à 3 heures de mémoire, 15 heures. Et on va faire à peu près 45 minutes de topo et ensuite l'équivalent en questions-réponses. Vous pouvez, je vous rappelle toujours, poser vos questions à droite dans le petit panneau de configuration, dans la partie qui s'appelle, eh bien, logiquement, questions. Voilà, pas dans le chat, parce que le chat, c'est des choses qui arrivent directement, alors que certains d'entre nous, Marie notamment, pour ne pas la citer, vont trier les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent pour pouvoir les poser à Dominique ensuite. Voilà, donc les questions. Si toutefois vous avez un problème technique, je ne sais pas, contactez votre contact chez Utopie par SMS qui vous retransmettra, qui vous repassera à Charbel ou quelqu'un qui peut vous aider. Voilà, merci beaucoup Dominique, je te cède la parole et Merci, je vais m'asseoir ailleurs. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci Elisabeth. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de faire je vais diviser mon temps en 3/4 d'heure, si vous voulez, même très grosso modo. Je vais vous faire une espèce d'état des lieux assez rapide sur la question du climat, mais en restant aussi sur certains aspects qualitatifs qui sont très importants pour l'action derrière. Je reviendrai évidemment aussi sur les enjeux de biodiversité. Je vous rappellerai en gros quelles sont aussi les autres difficultés en termes de ressources, et comme vous le verrez quand même, ce qui commande beaucoup de choses, c'est la question énergétique. Et puis ensuite, on envisagera quelques moyens, alors non pas pour revenir au monde d'avant, hein. En fait, si vous voulez, on a très longtemps dit, alors déjà c'était une très mauvaise expression, mais qu'on allait sauver la planète. Évidemment, c'est pas la planète qu'il fallait sauver, mais c'est l'habitabilité de la planète. Or, je suis désolé de vous le dire, mais c'est bien tard. Ça, nous n'y arriverons plus. Et c'est probablement la première chose qu'il faut avoir en tête. En fait, sur chacun des plans que je vais décliner, donc climat, biodive, ressources, on peut dire que l'on entre et qu'on est entré, je dirais depuis 2018, nous sommes entrés dans, je suis un peu désolé pour l'expression, mais disons dans les décennies pourries de l'Anthropocène. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, c'est les décennies à partir desquelles on commence à ressentir de façon très directe et frontale les effets boomerang des destructions que l'on a pratiquées antérieurement. Hein, vous vous en souvenez, on va commencer par 2018 parce que ce n'est pas une année anodine. 2018, c'est la première année où, premièrement, on est confronté durant l'été boréal, donc le nôtre, l'été hémisphère nord. On est confronté à des vagues de chaleur quasi en continu. Et en fait, alors que les canicules d'autrefois, elles étaient très circonscrites géographiquement, elles pouvaient faire très frais ailleurs, non, là, on a une espèce de continuum de chaleur dans tout l'hémisphère nord. On va vivre la même chose dans l'hémisphère sud, et en fait, c'est à peu près ce qu'on vit depuis 2018. Et cette année, évidemment, l'a encore confirmé, et comme vous l'avez remarqué, en tout cas, en Europe, on n'a plus 4 saisons, on a 2 saisons. On a une saison tiède et une saison chaude. Parfois, même, on y reviendra, très, très chaude.
Et en fait, c'est pas un hasard si 2018, c'est l'année à partir de laquelle la jeunesse commence à se mobiliser, donc derrière Greta, Greta Thunberg. Mais alors, dans une ville comme Lausanne, c'est complètement fou quand même. En janvier 2019 à Lausanne, vous avez 11 000 jeunes qui manifestent dans les rues pour le climat. Ça fait 15 ans à peu près que j'habitais à Lausanne. J'ai rarement vu des manifestations. Quand j'en voyais une, je voyais surtout des policiers, j'avais du mal de discerner les manifestants. Et là, c'est 11 000 personnes à Lausanne, c'est autant vous dire, c'est 2 millions à Paris, la proportion. Donc là, on franchit un seuil, mais comme vous le savez, la grosse difficulté de ce seuil, c'est qu'il ne touche pas toute une classe d'âge. En fait, c'est grosso modo les 20% les mieux formés d'une classe d'âge que vous allez retrouver dans la rue. Après, on peut avoir un peu conscience, on diminue en conscience, et à un moment donné, on rentre simplement dans le complotisme. Et donc là, faire bouger ces gens-là, les faire aller dans la rue pour manifester contre le climat, ils pensent que c'est un canular à la Trump. Donc c'est effectivement plus difficile. Et en gros, un peu avant et un peu après, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on prend conscience aussi d'une forme d'effondrement en matière de biodiversité. J'y reviendrai. Donc là, vraiment, c'est une espèce d'année clé. Et alors, la chose que vous devez bien comprendre en matière de climat, parce que c'est ce qui, si vous voulez, c'est une forme de piège, le climat, tout simplement parce que aujourd'hui même, nous avons déjà décidé avec les émissions de gaz que nous avons accumulées jusqu'à aujourd'hui, et écoutez-moi bien, les 1,5 degrés, c'est du flanc, nous avons déjà décidé que nous aurions, à compter de 2040, une augmentation de la température moyenne sur Terre par rapport à la fin du 19e siècle de plus 2 degrés. Nous sommes à plus 1 degré 2 dixièmes. On va reprendre encore 8 dixièmes. Ça sera peut-être un peu en dessous, c'est très peu probable. Ce qui est probable, c'est que ce soit même peut-être un peu au-dessus. Tout simplement parce que nos modèles ne tablent pas beaucoup sur le fait que, ce que vous constatez depuis quelques années, beaucoup de nos puits de carbone, notamment les puits forestiers, sont en train tous de se transformer en sources, avec ce qu'on appelle des méga-feux. Des feux où, si vous voulez, l'énergie et la chaleur peut être jusqu'à 10 fois supérieure à celle d'un feu classique. Vous vous souvenez, quand il y a eu les feux en Australie, on a beaucoup donné d'images de koalas. C'est tout simplement parce que par instinct, les koalas se réfugiaient à la cime des arbres et avec un feu classique, ils échappaient aux brûlures. Avec les méga-feux, plus du tout. Nous, ce que vous avez vu sur les koalas. Alors, comment s'est répartie un peu cette... pas descendre les salles. Petit incident technique. Ah oui, je ne suis pas dessus. Voilà, merci. Désolé. Et donc, en fait, grosso modo, si vous voulez, depuis la fin du 19e siècle, on a connu jusqu'aux années 1940 du siècle dernier une augmentation de 2 dixièmes. Ces 2 dixièmes, c'est la queue de la comète. Et ensuite, de la fin des années 70 jusqu'à 2020, vous rajoutez 1 degré. Vous rajoutez 1 degré en 40 ans. C'est gigantesque comme rapidité de réchauffement. Et vous savez que la difficulté du changement climatique, c'est tout d'abord la rapidité. La Terre a connu des périodes où il faisait beaucoup plus chaud, où il y avait une température jusqu'à 24 degrés. Là, aujourd'hui, on a 16,2. Donc, mais évidemment, le problème, c'est que le vivant n'y est absolument pas adapté. Merci de l'accompagnement. Si vous voulez, tout le vivant qui existe aujourd'hui, il est adapté à ce qu'on appelle le quaternaire. Et c'est-à-dire que le haut du tunnel de variation de la température durant le quaternaire, ça fait 2 600 000 ans, eh bien, c'est plus 2 degrés par rapport à ce qu'on connaissait dans la seconde moitié du 19e siècle. Et donc, en fait, vous le comprenez tout de suite, si on excède ces 2 degrés, d'une part, vous avez un risque c'est à partir de là que les emballements deviennent possibles, et puis ça veut dire qu'on va sortir de la zone de confort, entre guillemets, à laquelle toutes les espèces qui vivent sur Terre sont adaptées. Vous savez que ce qui a caractérisé le quaternaire, c'était en gros, ça n'a pas tout le temps été comme ça, mais en gros, une alternance avec 20 000 ans d'interglaciaire, 80 000 ans de glaciaire. Pendant les 80 000 ans, toute la biodiversité se réfugie entre les tropiques. Donc, elle est adaptée au même sommet de température. D'accord? Tout le vivant sur Terre. Donc là, on va sortir de ce tunnel de variation qui prévaut grosso modo depuis 3 000 ans d'années. Donc, j'insiste. Donc, première chose, vous avez compris, ça va vite.
Deuxième chose, le climat, bah évidemment, c'est des conditions, ça joue sur l'humidité et la chaleur, c'est des conditions optimales d'épanouissement des espèces sur Terre. Et troisième élément extrêmement important, le piège. J'y reviens. Quand vous émettez une molécule de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle va déployer son pouvoir de réchauffement pour un tiers, rapidement. Les deux autres tiers, ça va mettre des décennies, vous m'avez bien entendu. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre qu'on a accumulés jusqu'à aujourd'hui sur Terre, ça vous donne dans 20 ans plus 2 degrés. Non, là, on est à plus 1, plus 2 dixièmes. On va encore, dans 20 ans et peut-être un peu moins, on va encore connaître une hausse de 8 dixièmes. Et on va arriver à 2 degrés, et peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je vous l'ai dit, avec une probabilité peut-être même à peine plus. On verra bien. À ça s'ajoutent les hydrates de méthane qu'on n'intègre pas non plus dans les modèles. Et en fait, bah, évidemment, quand on demande aux gens de faire des efforts, au mieux, ils veulent bien caler leurs efforts aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Mais demander à quelqu'un de faire des efforts pour les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans 20 ans, allez-y, vous pouvez toujours courir. Ça marche très mal. Hein. Et quand vous voyez, alors ça, petite parenthèse, mais on n'a vraiment pas de bol parce qu'on assiste à, comment dire, je dirais, pas prêt apocalyptique, mais quand même un paysage informationnel et un paysage mental qui est quand même pas très rassurant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais vous avez vu quand Le Monde a sorti son enquête sur les anti-masques. Vous vous souvenez des pourcentages des complotistes? Je vous rappelle qu'en France, c'est 9%, aux États-Unis, c'est 16% de gens qui pensent que la Terre est plate. Donc, vous imaginez cela, pour les convaincre du changement climatique, il y a quand même un petit chemin à faire. Et je vous dirais que mentalement, cérébralement, à mon avis, c'est foutu d'avance. Donc voilà, en plus, il y a ce côté tragique, et en plus, il y a ça, il y a une partie de la population qui, franchement, ne veut pas entendre. Voilà, on va aller très vite sur certaines choses. Hop, je vais un peu trop vite. Je vais vous rappeler. Bon, si vous voulez, c'est pareil, on peut donner, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous donne un chiffre. Là, vous regardez au-dessus du slide, l'évolution du coût assumé par les assurances pour les catastrophes naturelles aux États-Unis. Hein. Années 80, on passe de 3 milliards et en fait, on est aujourd'hui entre 100 et 200. Hein. Avec un phénomène comme Harvey, on était pratiquement à 200 milliards de dollars. Songez par exemple que vous ayez en France, avec l'évolution des équipements, songez que vous ayez en France une inondation qui serait l'équivalent de celle qu'on a connue au début du XXe siècle, ça serait 28% du PIB français. Tout simplement parce que le coût en termes d'infrastructure a complètement changé. Alors il y a les deux. Il y a à la fois le coût d'infrastructure qui a changé et puis effectivement l'ampleur des aléas climatiques. Bon, ça, c'est un indicateur. Je vous l'ai dit, et vous avez maintenant de plus en plus de phénomènes hors normes. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure des méga-feux. Ben, évidemment, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Deuxièmement, vous avez des inondations hors normes. Je vous montrais tout à l'heure un cliché pour Harvey, hein, qui était un cyclone. On a une inondation sur une zone urbanisée, mais gigantesque. C'est des centaines de kilomètres carrés. Donc, c'est des coûts absolument incroyables. Si vous regardez les cyclones, hein, dans l'Atlantique Nord, vous n'avez pas plus de cyclones, mais vous avez beaucoup plus de cyclones de catégorie 4 et 5. Et quand on est au-dessus de la catégorie 5, on s'interroge depuis plusieurs années pour savoir si on ne doit pas ajouter une catégorie 6. D'accord? Hein, parce que effectivement, les vents au-dessus de 200 km/h, ça devient très fréquent, mais vous pouvez avoir des rafales de vent qui avoisinent les 400 km/h. On est pratiquement sur le souffle d'une bombe. Hein, vous vous en souvenez quand il y a eu le cyclone, je ne sais plus comment il s'appelait, qui a touché Saint-Barthélemy et puis Saint-Pierre. Là, c'est carrément la gendarmerie en dur, dont les murs ont été rasés. Vous avez la même chose pour le caractère torrentiel des pluies. Vous avez, enfin, de manière générale, c'est pour les aléas climatiques. Et donc, le climat devient beaucoup plus violent. Alors, autre aspect qui est franchement important et qui va sans doute impacter, peut-être c'est même celui qui va impacter le plus la population, parce que celui-là, il n'est pas simplement sur une canicule ou sur un aléa climatique particulièrement violent, mais il distille ses conséquences sur toute l'année. En fait, ce qui va devenir très problématique, et il faudra dire qu'on voit où on en est cette année en France, c'est avec les vagues de chaleur et de sécheresse associées.
c'est la baisse de la production alimentaire. En Australie, l'année dernière, donc puisqu'on est sur l'été austral, on est à cheval sur 2019 et 2020. Hein. La récolte de riz et la récolte de sorgho en Australie l'an dernier a baissé de 66%. 66%. Et en fait, toutes les prévisions qu'on a à l'échelle mondiale sont toutes plus optimistes. On verra bien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que produire de l'alimentation va devenir quelque chose de plus difficile que ça ne l'était, hein, pour toutes les raisons que je viens de vous indiquer. Ensuite, effectivement, eh bien, à partir du moment où on dépasse le seuil des 2 degrés, on rentre dans la probabilité d'un emballement, c'est-à-dire le fait que le système évolue très vite et à partir d'un moment de façon totalement indépendante de l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment le scénario qui n'est pas très drôle. Donc, l'enjeu de tout ça, il est très clair, on peut le résumer en un seul terme. L'enjeu de tout ça, c'est l'habitabilité de la planète. Le changement climatique, si vous devez expliquer ça à vos clients, le problème, c'est que ça modifie les conditions d'habitabilité de cette planète. Donc, c'est vraiment fondamental. Et c'est facile à comprendre. Vous prenez par exemple la photosynthèse. Toutes les plantes cessent leur photosynthèse entre 40 et 45 degrés. Si dans la décennie 2040 en France, vous avez au plus fort de l'été un nombre de jours très important au-delà de 40 degrés, ça ne fait pas de dessin. Et quand vous avez une sécheresse, évidemment, la plante, c'est la chose qu'elle fait, elle referme ses stomates, le peu d'énergie qu'elle continue à capter va dans les racines pour essayer de capter encore de l'eau, et plus du tout dans les graines. Donc, voilà ce que ça donne de ce côté-là. Alors, l'été 2019 a été quand même particulièrement important parce qu'en France, et en Europe, on a connu vraiment des records absolus. Vous le savez, dans un petit village de l'Hérault, vous avez eu un pic de température qui est allé jusqu'à 46 degrés. On était fin juin, donc toutes les feuilles n'étaient pas matures. Pour certains cépages, pas pour tous les cépages, mais les feuilles ont brûlé et les fruits ont brûlé. Vous m'entendez? Brûlé. Et à Paris, vous avez jusqu'à 42 degrés 6 dixièmes, 43 en banlieue parisienne. Mais même en Allemagne, les Allemands ont mis des mois avant d'accepter la température. Vous avez une pointe à 42,6 degrés. Au bord de la Baltique, vous avez une pointe jusqu'à 40,7 dixièmes. Et vous savez que cet été, en Sibérie, à l'intérieur du cercle polaire, vous avez une pointe à 38 degrés. De mémoire de Rennes, on n'avait jamais vu ça, hein, je vous le dis tout de suite. Bon. La température record absolue, ça a été cette année. Est-ce que quelqu'un la connaît sur Terre? Non, attendez, là on dessèche sur place, hein, c'est carrément le dur. Non, c'est 54 degrés,4 dixièmes et c'est la vallée de la mort en Californie. En revanche, les 50 degrés dans des zones non désertiques, les 2 dernières années ont été atteints à pas mal d'endroits. Et si je fais 49, 50 et à peine plus, alors là, franchement, c'est non négligeable le nombre d'endroits où on l'a connu. On ne s'attendait pas tout à fait à ça. Hein. C'est des températures auxquelles les modèles, ils ne sont pas sur les maxima, les modèles, ils sont sur les moyennes. Donc, on ne pensait pas du tout qu'on aurait si vite des maxima pareils. Et ça crédite complètement l'étude de Météo France d'il y a 2 ans qui nous annonçait entre 50 et 55 degrés dans l'est de la France, dans la deuxième moitié du siècle, on l'aura peut-être pas. Alors, je ne vous dis pas 50 degrés à Paris, avec la Seine transformée en cloaque boueux, je ne vous dis pas l'ardeur des Chinois au shopping. C'est pas mieux que la Covid. OK? Donc, et là, pour moi, c'est pas du tout absurde d'imaginer que dans les décennies qui viennent, on ait l'inverse de ce qu'on a connu au 19e, au 20e siècle, c'est-à-dire un exode urbain. Parce que ça deviendra vraiment impossible. Impossible. Alors, c'est un défi gigantesque. Alors, avançons un petit peu. Là, c'est le différent scénario du budget, vous connaissez ça, je vais aller plus loin. Là, c'est simplement pour le fun, vous montrer les jours à plus 25, plus 30, plus 35, plus 40, etc. Bon, vous voyez qu'effectivement, ça va se multiplier d'une façon complètement inouïe, c'est exponentiel dans les décennies qui viennent.
effectivement, là, sur les vagues de chaleur, c'est pareil, vous voyez que ça se multiplie beaucoup. Et encore une fois, ça dépend du modèle et de la simulation qu'on a pris en compte. Souvent, ces simulations sont assez anciennes, elles sont un peu en deçà de ce qui peut nous arriver. Là, vous avez l'été 2003, situé par rapport à un scénario moyen d'évolution des températures au XXe siècle. C'est-à-dire 2003, c'était frais. On va vous y faire. Bon. Et là, c'était justement pour vous montrer Harvey. C'est une zone totalement urbanisée, mais gigantesque et complètement noyée avec un coût, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est gigantesque. Bon, ça, c'est la mer de glace. Vous regardez le glacier d'Aletsch en Suisse, c'est encore pire. Bon. Dans le genre, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est un truc qui n'est pas très drôle dans la vallée. Alors, vous savez que il est fort probable que la montagne, c'est en train de se referme. Hein, c'est-à-dire qu'avec le gel du pergélisol, faire une course entre 3000 et 3500 mètres, ça devient très dangereux. Si vous êtes entre 4000 et 4500, ça va encore, ce qui fait qu'il y a beaucoup de guides, par exemple, qui ne font plus de courses à Chamonix, mais qui vont les faire dans le Valais, là où vous avez une dizaine de 4000, si ce n'est plus, je sais plus. Et vous avez un glacier, si jamais vous voulez passer vos vacances dans la vallée de Chamonix, je vous préviens tout de suite, n'allez pas passer vos vacances aux Ouches. Vous remontez un peu plus haut dans la vallée, parce que vous avez un glacier au monde qui va nous donner une expérience grandeur nature pas très drôle, c'est le glacier du Tacona. Comme il est extrêmement pentu, il est quasi certain qu'il dégringole dans les 20 ans. Alors, allez savoir quand, c'est pas à moi que vous pouvez me demander, ni un spécialiste. Là, vous avez les histoires de scolytes. Bon, là, je ne sais pas si vous baladez en France ou si vous avez lu des registres quand même plus systémiques, mais l'état des forêts, c'est quand même très, très inquiétant. On a une mort d'arbres massive. Alors, vous savez que le dépérissement forestier qu'on avait connu au début, fin des années 80, enfin deuxième moitié des années 80, début des années 90, que c'était un mélange, et on l'a su que bien longtemps après, hein, quand on a parlé d'essence sans plomb, etc. En fait, c'était un mélange entre effectivement une pollution très soufrée dans une partie de l'Europe et le contre-coup de la sécheresse de 76. Là, on a eu 3 sécheresses de suite, c'est-à-dire que en fait, en France, les arbres ont subi 3 stress hydriques et thermiques successifs. Et donc, quand ils ne meurent pas sur place, ça fragilise énormément leur capacité de résistance. Et comme en France, on a beaucoup, là vous voyez par exemple toute une partie de forêt qui dépérit complètement par le scolyte. On est dans l'Alberta, mais ils en sont pas près puisqu'ils vont chercher des sables bitumineux. Mais là, j'adore cette photo parce que c'est Ophélia, c'est 2017. En fait, si vous voulez, c'est allé tellement vite, les choses, qu'en 2017, il n'y avait aucun modèle au monde qui s'attendait à ce qu'on ait un cyclone dans la partie est de l'Atlantique du Nord, qui aille, vous le voyez, du nord de l'Espagne. En fait, si la modélisation est jusqu'au bout, on serait au nord de la Finlande. Aucun modèle au monde n'avait prévu la précocité de ce genre de cyclone. Donc, nos modèles nous donnent bien une trajectoire générale, mais ils ne nous donnent pas forcément, si vous voulez, les aléas qui, en fait, sont ce qui nous impacte le plus. C'était juste pour attirer votre attention là-dessus. Là, vous avez une projection en 2040. Alors, non pas les zones rouges, c'est pas simplement les seules zones où on va avoir du stress hydrique. C'est les zones où le stress hydrique s'intensifie de façon très importante. Faites bien attention. Donc, quand vous regardez cette carte-là, vous avez un peu derrière ce que je vous ai dit sur nos difficultés à produire de l'alimentation dans les décennies qui vont venir. Alors, je vous ai déjà indiqué la signification des 2 degrés, je vous l'ai déjà dit. Bon, la première difficulté des 2 degrés, c'est que on sort du haut du tunnel de variation qui a prévalu pendant tout le quaternaire, donc c'est gigantesque, et puis on entre dans le moment à partir duquel, c'est le seuil à partir duquel un emballement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire une évolution du système qui n'est plus corrélée à l'évolution de nos émissions, devient possible. J'espère, certains disent probable, mais au moins possible. Pas très réjouissant, disons au moins possible. Alors, donc là, je vais très très vite, je passe là-dessus. En fait, pour vous faire comprendre, disons que ce qu'est l'enjeu, je vais prendre 2 études. La première étude, elle nous rappelle que pendant les milliers d'années qui nous ont précédés, en fait, depuis grosso modo la sortie du néolithique, et la science n'a rien changé, les techniques et la science n'ont rien changé,
les niches géographiques habitées par les hommes n'ont pas changé. Là où vous avez un habitat humain permanent, c'est on est entre 11 degrés de chaleur en moyenne sur Terre et 15 degrés. D'accord? Or, si on laisse aller les choses, eh bien, vous aviez un tiers de la population qui, là où elle est aujourd'hui, elle n'y restera pas, hein, serait exposée à une moyenne de température de 29 degrés. Et ça serait un tiers de l'actuelle population. Et donc, en fait, pour aujourd'hui, la partie de la Terre qui connaît cette moyenne, c'est 0,8% de la surface terrestre. Donc, vous imaginez le côté gigantesque du changement. Et puis, j'ai un autre indicateur pour bien vous faire comprendre que ce qui est en jeu, c'est l'habitabilité de la planète. Ce qui est en jeu, c'est ce petit schéma-là. En fait, c'est très simple à comprendre. Nous sommes des machines thermodynamiques. On ne vit que si on maintient la température aux alentours de 37 degrés. Donc, si la température externe est trop élevée, eh bien, on doit évacuer la chaleur pour qu'elle ne monte pas à l'intérieur du corps. Or, si vous avez habité près d'un lac, par exemple, si vous allez à Genève quand il fait très chaud, n'allez pas au bord du lac, vous suffoquez. Parce que c'est très humide. Et donc, quand vous avez une humidité très forte, ce n'est pas l'humidité qui est dans cette salle, quand vous avez une humidité très forte et une chaleur elle-même très forte, vous ne pouvez plus évacuer la chaleur de votre corps. Évidemment, elle monte au-delà des 41 degrés et vous allez nous renseigner sur la vie dans l'au-delà assez rapidement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Hein. Et ça, à 2 degrés, il y a une probabilité que vous ayez plusieurs jours dans les tropiques, mais à peu près partout dans les tropiques. Maintenant, si on passe entre 3,5 et 4 degrés, c'est plus une probabilité, c'est une certitude de plusieurs semaines et au-delà de la zone tropicale. Donc, en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, et on a encore le moyen de le faire, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on fasse tout pour ne pas excéder les 2 degrés, puisque les 2 degrés sont déjà acquis. Alors, on peut reprendre le raisonnement du GIEC, celui du rapport d'octobre 2018, où il nous disait, sans émissions négatives, mais ça c'est du flanc, on peut en reparler après si vous voulez, sans émissions négatives, il faudrait qu'on arrive dans la décennie, alors à l'époque, il disait ça pour les 5 degrés, il faudrait réduire de 58% les émissions mondiales. C'est même pas les 45% des 2 degrés de l'époque. Non, maintenant, on est plus sur le même. On peut reprendre le même raisonnement que celui pour les 1,5 degrés. Donc, est-ce que vous voyez aujourd'hui sur Terre qu'on prend cette orientation? Pas trop. Ça ne veut pas dire qu'on ne la prendra pas, mais pour le moment, pas trop. Et donc là, vous avez les cartes avec les différentes probabilités, avec les différents scénarios. Donc plus de degrés, vous voyez, c'est déjà, il y a même des endroits où c'est déjà une quasi-certitude. Et puis, si vous allez au-delà, regardez le schéma du bas, c'est largement au-delà de la zone tropicale où vous avez des régions entières qui deviennent pendant des semaines rigoureusement inhabitables. Donc, retenez bien, l'enjeu essentiel, c'est effectivement, alors je laisse passer les obstacles sans pouvoir prendre tout ça, j'en viens sur la biodiversité. Là, je vais être plus rapide parce que je vais un peu vous parler de ressources quand même. Si vous voulez, évidemment, la biodiversité, c'est, je dirais, presque plus important que le climat, mais c'est idiot de dire ça parce que les deux vont ensemble, si vous voulez. Si on était avec un vivant très résilient, en bon état, on encaisserait un peu mieux le changement climatique. Et puis, l'actuel changement climatique, avec sa rapidité, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment du vitriol pour le vivant sur Terre. Et donc, surtout, vous avez encore les fameux chiffres qu'a ressorti le WWF là, dans son étude récente, qui nous rappelle qu'entre, grosso modo, 66 et 2016, eh bien, c'est jusqu'à 68% des vertébrés en moins. OK, c'est pas une surprise, on avait à peu près déjà cette évaluation-là. Et on sait depuis déjà pas mal de temps que pour les vertébrés sauvages, c'est moins de 5% de la biomasse. La biomasse des vertébrés au monde, c'est 1/3 des humains, 2/3 des non-humains, et essentiellement nos animaux domestiques. D'accord? Donc, les animaux sauvages vertébrés, c'est vraiment peanuts. Quand vous en rencontrez un, vous mettez à genoux et vous priez. Parce que c'est un événement exceptionnel. Maintenant, en revanche, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que tout ce qui est petites bêtes,
eh bien s'effondre aussi. Et là, je vous donne deux études. L'une qui est parue j'arrive plus à voir là, mais ça doit être en 2018. C'est une analyse qui a été faite pendant 27 ans sur les insectes volants, pas que les pollinisateurs, les insectes volants. En fait, on installe à plusieurs endroits des tentes malaises, et en fait, en haut de la tente qui est conique, eh bien, vous avez un petit piège, on y met de la lumière, et les insectes vont et tombent dans les petits pièges. Et tous les jours, on dénombre le nombre d'insectes qui est dans les petits pièges. Vous imaginez faire ça pendant 27 ans. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle, là? Ouais, c'est fou. Ben voilà. Voilà. Et donc là, c'est une chute entre 76 et 82%. Donc c'est gigantesque. Et vous avez une autre étude plus récente. Alors, elle doit être là, celle-là. Et cette fois-ci, cette étude-là, elle a été conduite pendant 10 ans, entre 2008 et 2018. Elle a porté sur 2700 espèces. Et là, on a, à la différence des endroits où c'était fait en Allemagne, là, on avait vraiment les endroits en prairie et les endroits en forêt. Le chiffre en prairie et le chiffre en forêt n'est pas le même. En prairie, en culture, c'est beaucoup plus important la perte. En forêt, c'est moins important, mais ça reste important. Et donc là, c'est les arthropodes, c'est-à-dire en fait, c'est une catégorie plus large. C'est aussi toutes les petites bêtes articulées qui sont dans les sols et au-dessus des sols. Et là, c'est pareil, c'est un effondrement, c'est jusqu'à 78%, avec 36% de diversité spécifique au moins en 10 ans. Donc, c'est un incendie. C'est un incendie. Et ça, je veux dire, alors pour moi, c'était un choc complètement dingue, parce que je me disais, le socle du vivant, il n'est pas trop atteint par nos bêtises. Ben si. Et je vous raconte encore une autre histoire. Je pense que vous connaissez tous ici la ferme Sainte-Marthe de Philippe Desbrosses, un des pionniers de l'agriculture biologique. Il travaille avec une équipe de recherche là, de Montpellier, et en fait, où ils analysent la microfaune des sols, le microbiote. Et en fait, quand vous avez affaire à des plantes industrielles, il n'y a plus d'endophytes, c'est-à-dire il n'y a plus de microbiote. C'est comme si vous n'aviez plus aucune bactérie dans vos intestins. C'est hallucinant. Vous replantez des variétés anciennes, il y a du microbiote. C'est-à-dire, on a dézingué le vivant. On est vraiment à l'échelle de cette Terre une espèce de chancre. Et donc, là, vous savez, s'il n'y avait pas de changement climatique, tant que les espèces n'ont pas disparu, on a quand même certaines formes de marge d'action, mais il faudrait vraiment qu'on s'y mette. On s'y met pas. Là, quand vous avez c'est pour ça très important qu'il y ait des spots de biodiversité. Quand vous avez un spot, quand vous arrivez à maintenir certaines espèces, si vous arrêtez les bêtises à côté, elles recolonisent, excusez-moi, assez rapidement l'espace. Mais encore faut-il garder des spots. Donc, voilà, si vous voulez, très rapidement sur une. Alors, après, vous connaissez ça, vous avez le schéma des limites planétaires. Hein. Comme il y a 11 indicateurs, il y en a 3 pour lesquels on ne sait pas calculer. C'est ce qu'on appelle l'intégrité de la biosphère. En fait, c'est l'intégrité des écosystèmes. Vous savez qu'un écosystème, c'est trop compliqué, on ne peut pas le modéliser. Donc, on ne comprend qu'après coup l'effondrement. On ne peut jamais le prévoir. Et on ne peut pas connaître à l'avance quelles sont vraiment les espèces qui vivent. Et donc, savoir où on en est dans nos écosystèmes, on ne sait pas. On ne peut comprendre que lorsque la destruction a eu lieu. Et là, on dit, bah oui, effectivement, ça a été détruit. Non. Donc, après, pour les nouvelles entités, on ne sait pas. Tout ce qu'on met dans la biosphère et qui était à part le carbone, on ne sait pas jusqu'à quel point, à quel seuil c'est dangereux ou pas. Et c'est pareil pour les aérosols, qui sont surtout maintenant plutôt dans l'hémisphère sud. On sait qu'ils masquent une partie non négligeable du climat, probablement au moins 3/10, mais on n'arrive pas à comprendre qu'ils ont d'autres effets négatifs par rapport à la vie sur Terre. Donc en fait, sur les 9 limites, si je mets la biodiversité ensemble, et si je mets ce que vous avez en bas, le phosphore et l'azote ensemble, on a 9 limites. Sur les 9 limites, il y en a 2 qu'on ne peut pas calculer, puisque l'autre est dans le troisième est une demi-limite. Et en fait, on en a déjà 4 qui sont franchis et 2 qui vont être franchis très rapidement. L'acidification des océans, hein, d'un côté, et puis l'usage de l'eau. On pense qu'en d'ici 15 ans, on sera à nouveau dans ce que vous avez ici, le jaune. Donc ça, c'est l'indicateur des limites planétaires. En fait, c'est un indicateur qui nous montre bien qu'on a basculé dans une autre ère géologique, qu'on est dans l'Anthropocène.
Donc, voilà. Alors, je viens sur l'énergie, mais là, je vais être assez rapide pour… En fait, l'énergie et les autres ressources. Première chose vraiment importante, on va commencer par l'énergie parce que c'est elle qui nous permet d'exploiter les autres ressources. D'accord? Aujourd'hui, on consomme sur Terre 100 millions de barils de pétrole, d'hydrocarbures liquides, 100 millions de barils par jour. Sur ces 100 millions, vous n'en avez plus aujourd'hui que 70 qui sont ce qu'on appelle du pétrole conventionnel. Le pétrole conventionnel, c'est celui qui est assez facile à exploiter. Au début, quand on l'exploite, il sort tout seul d'un gisement. Après, il faut injecter de l'énergie pour aller le chercher. Et en gros, on n'arrive jamais à tellement exploiter beaucoup plus que la moitié d'un gisement. Le pétrole non conventionnel, c'est les huiles de schiste. Donc là, c'est avec de la fracturation hydraulique. Vous avez un forage vertical, ensuite horizontal. Vous envoyez de la pression dans vos tuyaux et du dissolvant. Vous fendez la roche et vous aspirez des petites gouttelettes d'huile de schiste. D'accord? Même chose avec les bulles de gaz pour le gaz de roche-mère. Là, sur les 30 millions sans lesquels on ne pourrait pas satisfaire nos besoins énergétiques actuels, vous avez au moins 12 millions d'huile de schiste, de barils d'huile de schiste. Le reste, c'est le sable bitumineux de l'Alberta, c'est les pétroles offshore, c'est le pétrole brésilien, c'est les pétroles de l'Arctique, c'est les huiles lourdes du Venezuela, etc. Sur le conventionnel, on est depuis 2008 sur le plateau. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire plus que 70 millions de barils jour à 2-3 millions de variations de barils près par jour, d'un jour à l'autre. Et donc, on sait qu'on descendra. À un moment donné, on va redescendre sous ces 70 millions. Pour ce qui est du non conventionnel, c'est pas facile parce qu'on a des exploitations plus récentes, on a moins de recul, etc. Mais par exemple, pour tout ce qui est huile de schiste, on sait, si vous voulez, que ça ne durera pas très longtemps. Ça fait déjà 10 ans. Ça durera peut-être encore une dizaine d'années, mais surtout qu'on va commencer peut-être à connaître une baisse. Et l'Agence internationale de l'énergie nous a annoncé dans son rapport de 2018 que si on ne triplait pas la production d'huile de schiste au monde, à partir de 2025, on aurait un problème de resserrement de l'offre de pétrole liquide. OK? Alors vous allez me dire, c'est excellent pour le climat. Ben, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si c'est un resserrement et rapide et un peu brutal, c'est une déstabilisation qui ne va pas faciliter justement, au contraire, la conversion et la sortie des carbones. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est une donne très importante. Après, comme vous le constatez avec ce schéma, ce qu'on a su jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt toujours additionner, si vous voulez, des énergies différentes. Quand on vous dit, quand l'ADEME vous dit un panneau solaire produit aujourd'hui 8 fois l'énergie qui a été nécessaire à sa production. C'est juste, mais c'est faux. C'est juste parce que c'est ce qu'on appelle le retour sur énergétique restreint. C'est-à-dire qu'on ne prend là en compte que l'énergie qui est directement nécessaire à la fabrication du panneau. Pas du tout celle des infrastructures, pas celle du transport, pas celle des salariés qui font fonctionner cette entreprise, etc. Et quand on fait, et on ne veut pas le faire, les labos qui veulent le faire ont beaucoup de mal, je peux vous assurer, à le faire, ben là, on est assez surpris parce qu'on s'aperçoit que quand on fait un retour sur énergie étendu, en fait, on gagne très peu. D'où le schéma que vous voyez là. En fait, tout le non carboné qu'on fait est fait grâce à du carbone. Et s'il fallait qu'on produise nos installations non carbonées uniquement en vase clos par l'énergie qu'ils produisent, on en produirait beaucoup moins, on n'aurait pas du tout le même taux de croissance. Là, c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête, que vous n'avez jamais, qu'on ne vous dit pas. Et là, pour le coup, c'est vraiment un mensonge. On a vraiment un problème de ce côté-là. Alors, voilà très rapidement, là, vous avez les rendements décroissants pour l'énergie, etc. Là, ce schéma est très intéressant, il est déjà un peu vieux maintenant, mais il vous indiquait l'état des ressources halieutiques dans l'Atlantique Nord au début du XXe siècle. Et regardez la situation il y a 20 ans. Regardez. Donc, il faut vous dépêcher de manger des poissons. Et j'arrive là parce que j'adore ce schéma. Évidemment, ils ont fait beaucoup d'amis. Et vous le connaissez sans doute, ce petit schéma. Il est tiré d'une étude d'un bureau d'études que vous devez connaître, qui est Belle Évolution. Et ils se sont amusés à calculer
qu'est-ce qu'il faudrait, en gros, à technologie constante, pour réduire en 10 ans les émissions françaises de 63%. Vous voyez que c'est très loin du discours officiel. C'est effectivement quelque chose de rigoureusement impactant. Alors maintenant, on vous donnera un peu le moral après avec ce que je vais vous montrer ensuite. Mais, il était temps. Mais déjà, comment comment on pourrait faire sans passer, enfin, on arriverait à peu près au même résultat, mais comment on pourrait le faire de façon, disons, moins téléguidée? Ce qu'on propose dans le petit livre qu'on a sorti là, 7, qui s'appelle Retour sur Terre, 35 propositions, on propose d'abandonner la taxe carbone, tout simplement parce que elle peut être intéressante en Suède, elle peut être intéressante ensuite, mais en France, avec le fait qu'on a à peu près 8 millions de précaires énergétiques, et on a vu avec les gilets jaunes, la taxe carbone, c'est socialement totalement impossible en France. Vous avez le redémarrage, et pas comme la semaine dernière, des gilets jaunes en puissance 14. Vous n'y arriverez pas. Tout simplement parce que votre taxe, elle va essentiellement grever le budget de la part de ceux qui, en termes d'énergie, n'y arrivent déjà plus. Donc nous, ce qu'on propose, c'est des quotas. Et je suis très étonné de voir à quel point beaucoup de gens reprennent cette idée de quotas aujourd'hui. J'ai même eu un échange là sur la radio-télévision suisse là, récemment avec une députée que j'aime pas beaucoup, Vert libéral. Il y a des Verts libéraux en Suisse, ça, vous ne verrez pas ça en France, mais en Suisse ça existe. Elle était même d'accord. Alors là, j'ai failli en perdre mon latin. Et donc l'idée est la suivante, c'est que quand vous achetez un bien, quel qu'il soit, vous avez deux indicateurs. Vous avez un indicateur monétaire classique, le prix. Et vous avez un deuxième indicateur en unité de charge écologique. En gros, c'est une transcription de l'empreinte écologique. C'est-à-dire que quand vous achetez un bien, vous savez ce que ça vous coûte pécuniairement et vous savez ce que ça coûte à l'habitabilité de la Terre. Si vous achetez des bananes, 1 kilo de bananes bio, eh bien évidemment, elles vont vous coûter plus cher pécuniairement qu'un kilo de bananes chlordécone. Mais en revanche, en termes d'unité de charge écologique, elles vont vous coûter beaucoup moins cher. Alors, banane, c'est pas un bon exemple, dans les deux cas, elles sont pétées de carbone, enfin bon. Et donc là, vous allez arbitrer. Et vous allez d'autant plus arbitrer que, on peut imaginer que ce soit expérimental un an, mais au bout d'un an, non, c'est plus expérimental. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez me donner une raison valable pour qu'un individu ait un droit de détruire l'habitabilité de la Terre plus forte qu'un autre? Est-ce que vous pouvez me donner une raison très valable? Difficile. Et donc, du coup, nous, on propose que cette deuxième monnaie, si vous voulez, cette unité de charge écologique, elle soit capée et à l'identique. On a chacun une limite, un seuil au-delà duquel on ne peut pas détruire. Oui. Non, ça viserait tout. En fait, ça viserait toutes les consommations finales. Donc individuelles, mais aussi collectives. Alors, c'est pas la peine de passer par l'entreprise, parce que de toute façon, ça va se retrouver dans l'acheteur final. Qu'il s'agisse d'une collectivité ou qu'il s'agisse d'une entreprise. Alors, c'est pas final, remarquez, mais bon, encore qu'il y a des aspects qui peuvent être finaux dans l'entreprise, mais ou l'individu. Et là, vous pouvez imaginer que vous ayez un quota pour votre vie. Alors, ça peut concerner les billets d'avion, ça peut concerner l'achat d'automobiles, ça peut concerner l'immobilier, et un quota annuel pour les biens de consommation courante. Et là, j'aime autant vous dire que vous auriez un driver pour changer l'industrie et les modes de production et les modes de consommation qui seraient extrêmement puissants. Au bout d'un moment, évidemment, il y a un certain nombre de biens, il n'y a plus d'acheteur. Donc là, vous devez changer effectivement très très vite. Alors vous allez me dire, vous êtes fou, c'est un truc de dingue, c'est un truc de chinois. Alors les Chinois aujourd'hui, je vous assure, c'est pas le genre de truc qu'ils vont mettre en place. Oui, c'est un truc assez radical, mais si ce que je vous ai dit est juste, vous voulez y arriver avec un instrument qui n'est pas radical. Vous n'arriverez pas. Si ce que je vous dis est juste, il va falloir prendre le taureau par les cornes et effectivement avoir des instruments qui sont pas ça. Alors cela dit, un instrument pareil, il impacte dans
si vous voulez, dans nos vies quotidiennes. Donc, nous, on propose que ça ne passe que par référendum. Bah, non, pour fixer les quotas, on prend, si vous voulez, on prend la moyenne d'un pays et puis on cape à cette moyenne. Et puis l'année suivante, on est un petit peu en dessous. L'année suivante, encore en dessous. L'année suivante, encore en dessous. Alors, si vous êtes, par exemple, très modeste, bon, ça ne va pas vous impacter beaucoup au début. Mais au bout d'un certain nombre d'années, ça va commencer à vous impacter pour un certain nombre d'achats. Si vous êtes très, très riche, et si effectivement, vous avez l'habitude de prendre votre jet privé plusieurs fois par semaine, là, vous allez être impacté dès la première année. Si vous avez 5 bagnoles, 5 4x4 hyper lourds, je pense que vous allez être impacté assez rapidement. Il va falloir en laisser en garage assez vite, etc. Vous voyez, et puis, on peut prendre des... On peut, par exemple, avoir un quota dans un premier temps pour les... Si vous voulez, pour les gens qui ceux qui étaient les gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui sont partis des métropoles aujourd'hui, hein, et qui sont obligés de prendre une vieille guimbarde et qui habitent une passoire thermique, on peut aménager, si vous voulez, les choses. Mais l'idée, c'est que tout le monde, petit à petit, converge. Et donc, que du coup, les écarts de richesse soient plus sur des biens immatériels ou sur du patrimoine. Si vous avez chez vous une collection de Picasso, vous ne serez pas impacté par les quotas. Oui, je suis très généreux, hein, tout de suite. Bon, voilà. Alors, après, vous avez le schéma, j'en termine là, les donuts que vous avez là. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur pays qu'ils ont pris, mais si j'ai une très belle étude, ils vont en sortir une. En fait, si vous voulez, ce que vous montre ce schéma, c'est que pour arriver à ce que chacun, en fait, si vous voulez, à l'avenir, il ne faudrait pas qu'on soit à une planète, à une empreinte, une planète par société. Ça n'ira pas. On a tellement détruit qu'il faut que pendant plusieurs décennies, on soit pratiquement à 0,8 planète pour qu'on permette au sol de se régénérer, etc. Et donc là, vous avez un pays à droite qui est le Sri Lanka. Ce qui est en vert entre le cercle bleu et le cercle vert, c'est l'équivalent. Alors, c'est un mix qu'ils ont fait là entre empreinte, enfin, limite à l'état que je vous ai montré tout à l'heure et empreinte écologique. D'accord? Vous voyez qu'un pays comme le Sri Lanka, qui arrive à satisfaire les besoins en termes de santé, d'éducation et démocratique, est un pays qui est en gros à 0,7. À droite, vous avez les États-Unis, qui sont à 5 planètes. Attendez, à gauche. À gauche, vous avez les États-Unis qui sont à 5 planètes, qui n'arrivent pas à satisfaire tous les besoins sociaux. Et quand on parle de satisfaction de vie, c'est calé sur le niveau de vie, et c'est faux. On sait très bien que le niveau de vie ne suffit pas à vous indiquer votre degré de bien-être. Non, ce n'est pas le quoi vous nourrir, c'est sûr que votre bien-être va pas être optimal. Voilà, alors, en fait, il y a deux cercles là. En fait, si vous voulez, entre le cercle bleu et le cercle vert, c'est quand on reste sous une empreinte écologique d'une planète. Donc, on peut aller jusqu'au cercle vert foncé, on est encore dans une planète. Dès qu'on dépasse le vert foncé, on a une empreinte écologique qui augmente. Et elle peut aller jusqu'à 5 planètes, ce qui est le cas dans le schéma, le cas des États-Unis. Au centre, là, ce sont d'autres indicateurs. Ce sont les indicateurs sociaux de l'ONU. Et ce sont des indicateurs de satisfaction sociale, si vous voulez, de bien-être social. Ce n'est pas les meilleurs. Par exemple, sur le bien-être, je vous ai dit, c'est trop calé sur le niveau de vie, ça ne marche pas exactement comme ça. Mais quand même, bon, c'est déjà intéressant. Et donc là, on a fait une relation entre la satisfaction de nos besoins sociaux et la conformité à la durabilité planétaire forte. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait vivre correctement, très correctement, avec une empreinte probablement de 0,9, 0,8. C'est ça qui est fondamental. Mais ça suppose qu'on s'organise à l'amont. Mais ça, c'est un message essentiel. On peut bien vivre, sans doute mieux vivre, avoir des vies beaucoup plus équilibrées, en arrêtant de péter la planète. C'est quand même pas mal comme leçon. Mais il faut se grouiller, hein. Vous avez vu l'état où on en est. Il faudrait passer très vite à ça. Donc, j'en ai fini.
pour la partie exposée. Ah, voilà mes questions. J'arrive avec les solutions. Alors, non, j'arrive pas avec les solutions, j'arrive avec les questions. Ouais. Ok, alors, première question. Dans ce système, comment éviter qu'un marché de crédit écologique ne se développe qui permette de favoriser ceux qui ont les moyens? J'imagine que ça fait aussi écho à ce que tu as dit sur les quotas. Est-ce que les pauvres vont pouvoir revendre leurs quotas aux riches? Alors, c'est une question compliquée et il ne faut pas être idéologue, si vous voulez. Moi, je vous ai donné le schéma où il n'y a aucun échange possible. Maintenant, il faut regarder de près. Quelqu'un comme Pierre Calam, ils ont fait un papier avec Dominique Méda, puis un troisième dans le monde. Eux, ils optaient pour des quotas échangeables. Alors, il faudrait vraiment regarder de près. Je n'ai pas fait. Mais il est possible qu'assez rapidement, c'est sûr que si on fait les quotas échangeables, tous les cas sont beaucoup plus d'accord. Et donc, on a une acceptabilité sociale qui est plus forte. En revanche, les gilets jaunes, eux, ne vont pas être d'accord. Compliqué, hein. Mais il faudrait voir si l'injustice, elle est évidente dans un premier temps. Elle est totalement évidente. En fait, si on resserre très vite, c'est pas sûr qu'ils puissent l'utiliser. Et donc, si par principe, moi, je serais plutôt pour des quotas non échangeables. Et on répond à la question qui m'a été posée. Mais je n'ai rien contre le fait qu'on regarde de très près. Si stratégiquement, c'est plus facile de faire passer le truc en disant bah non, ils sont au moins échangeables à un certain temps, pour rester ouvert. Voilà, disons, la position que je tiendrai. Ok, alors moi, il y a deux autres questions qui viennent. Je t'ai mis à l'heure. Il y a deux autres questions. Il y a pas mal de questions en fait sur cette histoire de quotas. Je te les donne les deux, puis tu réponds dans l'ordre que tu souhaites. Il y en a une première sur le fait qu'imposer les quotas aux individus, c'est freiner les libertés de chacun, dit David. Et moi, j'ajouterais à ça, dans un contexte où déjà, avec le Covid, au fond, on a vu dans les annonces et dans probablement les mesures qui arrivent, qu'on est de toute façon dans une période où, dans la plupart des pays du monde, on est en train de restreindre les libertés de chacun, à part éventuellement la liberté de bosser, parce qu'il va bien falloir relancer quand même l'économie. Donc, je vais répondre. Du côté même philosophique sur les. Justement, je vais répondre en philosophie politique, si tu veux. Donc, en fait, dans le schéma de société que je propose, pour ma part, il y a une différence fondamentale et que je vais légitimer avec une différence, pas tout, avec le libéralisme à la Benjamin Constant. En fait, celle des libertés que l'on remet en cause, mais vous allez voir dans quelle mesure, hein, ce n'est pas une remise en cause absolue. Celle des libertés qu'on remet en cause, c'est évident, dans le schéma que je propose, c'est celle sur laquelle chaque individu est libre de déterminer son mode de vie. Et pourquoi si je n'avais pas de nécessité écologique, non, je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Je serais plutôt favorable à Benjamin Constant. Pourquoi je ne peux plus l'être? C'est tout simplement parce que ce qui détruit l'habitabilité de la planète, c'est les flux de matière et les flux d'énergie. Or, les flux de matière et les flux d'énergie, c'est la contrepartie matérielle énergétique de nos modes de vie et de nos standards de vie. Vous le savez, les 10% les plus riches de la planète émettent 50% des gaz à effet de serre et les 50% les plus pauvres n'en émettent que 10%. Donc, à partir du moment où, on l'a vu, on commence à compromettre l'habitabilité de la Terre, je ne peux plus laisser à l'arbitraire individuel le choix d'un mode de vie. Ça n'a pas de sens. Ou alors, il faut dire, OK, on y va, mais on va crever. OK, c'est votre choix collectif, j'ai rien contre. À mon âge, c'est plus très grave. Mais c'est pas forcément le choix de tout. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que je rentre dans un régime liberticide? Non. Tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, au sens moderne du terme, qu'est-ce qu'on appelle la liberté négative? La liberté négative, on entend par liberté négative ce que je peux faire sans interférence avec une norme, quelle qu'elle soit. Alors, ce qui est fâcheux avec nous autres modernes, et ça nous vient de Hobbes, on s'est mis en tête que la liberté négative était absolue et première. C'est l'idée, si vous voulez, d'état de nature. C'est absurde, ça n'a jamais existé, l'état de nature. Les Grecs étaient beaucoup plus raisonnables, et pour eux, c'était la cité qui fondait la liberté. Sans cité, vous étiez soit une bête sauvage, soit un esclave. Donc, c'était la loi qui fondait votre liberté. Et effectivement, c'est plutôt ça qui est juste pour moi. Maintenant, quand même, je passe simplement à la liberté négative. Effectivement, je soustrais ce domaine à la liberté négative.
mais je le passe dans la liberté positive. La liberté positive, c'est la liberté que le souverain, de façon collective, détermine. Là, je vous ai dit, mon histoire, je ne l'admets que si elle passe par référendum. C'est quelque chose qui engage trop l'intimité des individus pour qu'on ne passe pas par un référendum. Donc, en fait, c'est le référendum qui va accepter ou non ce régime. Et c'est par un référendum que, sur une base scientifique, on va proposer les différents scénarios de quotas. Donc, du coup, je ne suis pas liberticide. Je passe d'une liberté individuelle qui est devenue criminelle à une liberté collective. Maintenant, par rapport aux autres libertés très importantes qui sont au fondement, si vous voulez, des droits humains, la liberté de culte, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de réunion, etc., que le Covid aujourd'hui entame, là, ça ne change pas du tout. Elles restent intactes. Elles sont, pour moi, ces libertés-là, si vous voulez, c'est un peu comme la prunelle de nos yeux, c'est le bon héritage des Lumières. Ça remonte bien là, mais non, arrêtons nos Lumières. C'est le bon héritage, c'est celui qu'il faut préserver. Mais la liberté de fixer le substrat matériel de mon mode de vie, non, je ne peux plus. Je vous ai donné tous les arguments qui vous montrent que c'est absurde. Ouais, on se souvient de la phrase de George Bush arrivant à Rio, George Bush père, arrivant à Rio, qui avait commencé son speech en disant que le mode de vie américain était non négociable. Ben voilà. Sous-entendu, sortons ça des discussions entre les pays. Au sujet justement des discussions internationales par rapport à ce système de quotas, j'ai encore une ou deux questions. Quid du droit au développement pour les pays les moins avancés? Et il y a une question qui n'est pas tout à fait la même, mais qui peut aussi être intéressante. C'est qu'est-ce que tu fais des quotas pour des familles, par exemple, qui habitent dans plusieurs pays et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre l'avion pour se retrouver? Une question générale, une question particulière. Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre la première question. En fait, si on veut effectivement, le schéma que je vous ai indiqué, mon net, c'est un schéma qui permet à la totalité de la planète d'être à 0,7, 0,8. Là, il y a de la marge pour nos amis sri-lankais. Il y a un certain nombre de choses où ils peuvent faire beaucoup mieux. Ils ne seront pas encore, je ne sais pas combien ils sont, j'ai dit 0,7, à mon avis, ils sont moins. Donc, au contraire, si nous, on redescend, c'est pour qu'eux remontent et pour qu'on se trouve à un niveau de convergence. Le niveau de convergence, dans un premier temps, c'est une planète. Dans un deuxième temps, ça devrait être 0,8 planètes. Voilà. Donc, en fait, non, au contraire, les efforts qu'on fait sont la condition pour que les autres puissent arriver à un standard équivalent. Donc, ça ne s'oppose pas à eux. Alors maintenant, pour la deuxième question beaucoup plus particulière, je pense que ça va toucher un vécu bien précis. Je suis désolé, mais ce genre de situation n'existait pas autrefois. Ce qui a rendu ce genre de situation possible, c'est une gabegie énergétique. Je vous donne un exemple. Et ça nourrit effectivement, ce genre de situation nourrit. Vous allez voir, vous allez vous identifier à Ramsès II et vous allez devenir dépressif. Parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire, un voyage en avion, Seattle, Le Caire, Seattle, c'est l'équivalent en énergie de ce qu'il fallait pour bâtir les grandes pyramides de Gizeh. Avant Covid, l'été dernier, il y a eu plusieurs jours, on a eu jusqu'à 200 000 voyages aériens. Imaginez que vous disiez à Ramsès II, qui revient sur Terre, tout fier de ces pyramides, c'est un minable, parce que nous, on en fait 200 000 comme ça par jour, effectivement, il serait dépressif immédiatement. Mais ça vous montre à quel point on est devenu cinglé. On édifie 200 000 pyramides par jour. Ne vous étonnez pas qu'il y ait quelques problèmes avec le vivant sur Terre. Donc, cette situation-là est une situation qui a été rendue possible par une situation délirante. Elle aura un jour une fin. Ok. Alors, deux autres peut-être questions que je vais regrouper, même si je ne suis pas sûre que ce soit la même réponse. Envisager les limitations, ce que tu évoquais sur les unités de charge environnementales au niveau individuel et pas au niveau des organisations. Est-ce que ça ne fait pas trop peser trop de responsabilités, un peu trop la responsabilité de la transition, sur les citoyens versus les entreprises ou les États? Alors qu'on voit par exemple dans une étude récente à faire sa part de carbone 4, en vrai, les citoyens ne peuvent pas vraiment, les grosses parties des décisions viennent des entreprises ou des États. Et il y a une deuxième question qui
fait écho à la question des libertés tout à l'heure. Comment on fait en sorte, selon toi, que ce mécanisme ne se transforme pas en instrument de surveillance généralisée? Ben, il y a un peu de ça quand même. Je suis vraiment désolé, mais il y a un peu de ça quand même. Alors, un peu un chat, hein. Ouais. Bon, soit on est dans une situation grave, on doit prendre des moyens importants pour en sortir. Ben, effectivement, les moyens vont être impactants, ils vont nous impacter. Il faut retourner la question. En quoi est-elle censée, cette question? Pour qu'elle ait un sens, il faudrait que soit on n'est pas dans cette situation-là, et effectivement, pourquoi se faire chier parce qu'on est patient, mais avec un moyen pareil, soit on peut arriver au même résultat de façon indolore. Sinon, la question n'a pas de sens. Donc, ça, c'est la première chose. Mais il y en avait une autre très importante. Oui, alors, non, en fait, on ne fait pas reposer tout sur l'individu. C'est-à-dire que, en fait, le pourcentage des entreprises, ils se retrouvent dans les biens finaux. C'est-à-dire qu'effectivement, un certain type de bien final fait que ces entreprises très dispendieuses n'ont aucun problème. Puisque, effectivement, le prix au sens classique n'indique rien sur les externalités négatives d'un bien. Et donc, au contraire, le prix favorise tous les biens à externalités négatives et la prise en charge de ces externalités négatives par la collectivité. Donc non, je ne fais pas reposer, c'est-à-dire que très rapidement derrière, les entreprises qui ont cette responsabilité-là vont devoir changer parce qu'elles offrent aux gens des biens qui sont trop lourds en quota. Et tu vas avantager, au contraire, les entreprises qui ont fait l'effort de faire autrement. Celles qui ont écouté Utopie, bah, normalement, si vous avez bien bossé, ce dont je ne doute pas, leurs produits finaux devraient être moins lourds en termes de quotas que ceux de la concurrence. Et encore une fois, ce n'est pas que les achats individuels, c'est aussi les achats des collectivités. La ville de Paris, etc. En fait, c'est tous les achats finaux qui vont être repris là-dedans. Et donc, par là même, on exerce un effet de levier sur toute la chaîne à l'amont. Toute la chaîne à l'amont qui rend possible des achats finaux pourris va voir son chiffre d'affaires baisser si elle ne change pas sa manière de produire. De toute façon, tu touches simplement la fin. Mais pas de ce fait, tu as un effet sur tout l'amont. Tu touches l'aval, mais évidemment, si tu bloques l'aval, ça va s'accumuler à l'amont et les gens n'arriveront pas avant. Donc non, si tu ne fais pas reporter toute la responsabilité sur les individus, d'autant que les pauvres individus, bah, ils sont capés. Donc simplement, ils vont arbitrer dans le bon sens. Et puis, d'une certaine manière, il y a un côté pédagogique. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête qui nous dit à quel point, dans les derniers films de Walt Disney, la pauvreté de la manière dont la nature est représentée par rapport aux films des années 60. C'est intéressant. Et donc là, le râleur, le gueulard, il va devoir regarder, ah oui, tiens, pourquoi c'est aussi cher en prendre possession de sa relation au milieu naturel? Parce que tous les indicateurs vont le renvoyer aux effets sur le milieu. Donc, ça va devenir une espèce de culture. C'est aussi un moyen de recultiver les gens sur leur relation à ce qu'on appelle la nature de façon rapide. Voilà. Ok. Il y avait alors une question, Céline, dans la salle, donc si tu la poses mal, mais enfin, je la pose comme elle m'est transmise. Il me semble que dans le Code du commerce, les intérêts monétaires sont supérieurs à la préservation de la planète. Est-ce que c'est un sujet? Bien sûr. Et puis, il y avait une deuxième partie de la question d'Arnaud. Comment est-ce qu'on peut envisager un système de coopération internationale pour que cette initiative puisse voir le jour? Parce qu'effectivement, on ne peut pas la faire localement, sinon ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas, ça marcherait, mais ça aurait une incidence très faible. C'est un système qui a un intérêt s'il peut jouer sur un gros marché européen. Donc là, les incidences seraient énormes. Elles iraient au-delà de l'Europe. Voilà. Après, pour revenir sur la question, je vais remonter les slides. Non, mais il y en a un qui répond bien à la question. Je vais vous montrer l'alinéa 3 de l'article... non, alinéa 5, article 3 de la convention cadre. Je ne l'ai plus là, c'est pas grave, je vous la donne de mémoire. De la convention cadre des... Si, je crois, attendez, je vais la retrouver. De la convention cadre sur le chemin. Oui, voilà, regardez.
si je peux enlever ce truc-là, regardez, ça c'est l'article 3, alinéa 5. Il convient d'éviter, je vous rappelle que c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est le texte que je vais vous lire là, c'est le texte qui encadre toute la négociation sur le climat. Écoutez bien. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustices sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. Je suis vraiment désolé, mais le commerce international, c'est la raison pour laquelle on pète le climat. Donc, si pour préserver le climat, il ne faut pas toucher au commerce international, c'est absurde. C'est totalement impossible. Plus il y a de commerce international, plus il y a de destruction de la Terre. Donc, la réponse, elle est très claire. Effectivement, tous les textes qu'on a aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle la durabilité faible. Pareil, aujourd'hui, la Commission européenne s'engage à baisser de 60% les émissions à l'horizon 2040. Mais en fait, en même temps, elle prend des décisions qui sont totalement contradictoires. En fait, cet engagement-là n'a aucun sens parce qu'il est en silo. C'est une politique avec d'autres, mais qui n'est pas prise en compte par les autres. Donc, ça ne veut rien dire. C'est simplement pour calmer le citoyen. Il y a absolument, l'impact est extrêmement minime. Et vous l'avez la preuve ici. Tant que ce genre de texte existe, on ne peut pas changer les choses. On ne peut pas infléchir l'augmentation des émissions. C'est absolument impossible. Alors, en tout cas, ce qu'il y a, c'est ce que je vois. Si vous voulez, on a, sur 10 ans, on a vraiment une évolution de la communauté des experts. Je vois par exemple, le premier qui est sorti du bois, c'était Tim Jackson dans Prospérité sans croissance. Et aux États-Unis, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, c'était totalement inaudible. Ça y est. Non, évidemment, c'est pas ça tout de suite. Mais en fait, si vous voulez, il y a un blocage idéologique qui a cessé, tout simplement parce que, oui, ce qui détruit la planète, c'est les flux de matière et les flux d'énergie. La croissance, elle est directement corrélée à ces flux. Alors après, attention, c'est compliqué, hein. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas le taux de croissance, c'est la répartition de la croissance qui a joué vraiment un rôle pour notre bien-être. C'est pas la même chose. Donc, tu vois, on est parti sur un modèle absurde. On commence vraiment à s'en rendre compte qu'il est très tard. Hein. On commence vraiment à s'en rendre compte et on sait que c'est un changement systémique qu'on doit opérer. Et donc, encore une fois, cette histoire de décroissance, c'est pas pour se mettre tous à quatre pattes et brouter l'herbe. Mais il faut bien que l'on fasse fonctionner le système différemment, qu'on se donne des indicateurs différents, etc. Et on voit que de ce côté-là, ça commence à bouger, ça commence à s'enrichir. Alors, est-ce que ça viendra assez vite? Je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas. Ça progresse très lentement. Il faut vraiment qu'on en arrive à une situation dramatique, c'est celle que je vous ai décrite au début, pour qu'on commence à accepter ce genre, c'est quand même un peu moche, quoi. Pour moi, on a vraiment perdu 10 ans. C'est dès le début de la décennie 2010 qu'on aurait dû vraiment bien prendre conscience de ça. Et on continue toujours à dire des bêtises. J'ai peut-être 2 questions. La première, c'est selon toi, qu'est-ce que la crise sanitaire, le confinement, enfin ce dans quoi on est encore d'ailleurs, y compris la crise économique qui s'ensuit, va changer ou à ce que tu dis, c'est-à-dire est-ce que ça va dans le bon sens, est-ce que ça pousse? Je me disais en t'écoutant que d'une certaine façon, quand même, avec la crise sanitaire, on a au moins vu quelque chose, à savoir qu'on était capable de prendre des mesures radicales qui restreignaient un peu les libertés de chacun au nom de l'intérêt général. C'est un peu quand même ce que tu décris qu'il faudrait faire. Donc, est-ce que le fait d'avoir connu ça, ça va aider selon toi ou pas? Et ma deuxième question, c'est dans Retour sur Terre, il y a 35 mesures, pas une seule. Oui. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être pas des 34 autres, mais de celles qui te paraissent prioritaires ou complémentaires et peut-être en lien avec le travail qu'on fait nous chez Utopie, qui est d'accompagner les entreprises d'une part et les territoires de l'autre? Alors, dans ce qu'on propose, dans les mesures très importantes, on propose un ensemble systémique, hein, c'est-à-dire on touche tous les côtés. On touche l'économie,
On touche la gouvernance, on touche l'international. Et donc, sur la question de l'économie, sur la part agricole, pour nous, c'est vraiment très important en 3 ans de sortir du modèle d'agriculture conventionnelle. Il est vraiment hyper destructeur. Et donc, et ça, on a vraiment les moyens. Maintenant, attention, si vous prenez vraiment ça au sérieux et si vous pensez que demain, on risque d'être dans une société qui a quand même beaucoup moins d'énergie et qu'aujourd'hui, une calorie alimentaire, vous la produisez au moins avec 10 calories fossiles quand ce n'est pas 30, ça vous donne, dans un avenir, pas 20 ans, je sais pas, ça peut vous donner jusqu'à 15-20% de la main-d'œuvre allouée aux tâches agricoles. Donc, c'est un schéma social qui est complètement différent. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en moi, je te donne l'exemple de mon copain berger, mais qui est assez particulier, je ne vais pas le dire après, mais on constate qu'une installation sur 2, c'est le fait de gens très diplômés. Non, hein, et qui ont un désir de retour à la terre. Alors là, je n'ai pas le temps de développer. Pour moi, c'est le côté plus philo, je ne vais pas développer, mais là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, pour nous, le côté agriculture est un côté vraiment fondamental. Là, dans ma collection, je viens de publier un bouquin qui s'appelle de Mathieu Calam, qui s'appelle Réenraciner l'agriculture, qui montre qu'on ne peut pas changer l'agriculture si on ne change pas la société et vice-versa, que les deux sont complètement solidaires. Alors, sur la question d'entreprise, on met en avant l'économie sociale et solidaire, on met en avant un certain nombre de changements structurels à l'intérieur des entreprises. Côté on parle aussi du revenu de transition écologique, et surtout pas le revenu universel, on est contre. On a pas mal de choses sur la modification des institutions, mais ça c'est moi le travail que j'avais fait les 10 dernières années. Et puis sur l'international, l'idée c'est d'arriver à ce que quelques pays commencent à entrer dans ce jeu, à se fédérer et essayer d'influer sur les autres. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Mais comme on a un contexte multilatéral qui le permet, on pourrait avoir une fédération de pays qui accepterait de rentrer là, et évidemment avec des taxes aux frontières sur les autres gigantesques. Sur la question du Covid, est-ce que ça a changé? Alors oui, sur la question du Covid, oui, elle est intéressante. Ce que le Covid a montré, tout le monde parlait d'effondrement et on a eu un petit effondrement. Et donc, le Covid a crédité. En fait, c'était compliqué. Nous autres, modernes, on était sur une tendance qui semblait, en dehors des guerres, n'avoir jamais été remise en cause, une tendance de croissance comme ça, uniforme, et que rien ne pouvait remettre en cause. Et là, avec le Covid, c'est tout qui était remis en cause. Alors, c'est clair, hein, c'est pas parce qu'on a des dirigeants qui sont lumineux et absolument généreux, c'est qu'ils ont eu du temps, ils ont compris début mars, quand ils voyaient ce qui arrivait en Italie, ils ont compris que ce qui arrivait en Italie, dans une ville comme Bergame, vous avez eu jusqu'à plus de 500% d'augmentation de la mortalité. Vous savez que c'est très compliqué le Covid parce que franchement, ça donnait lieu à des choses tellement différentes par endroit que c'est très difficile de comprendre. Mais en tout cas, ça a crédité les courbes de l'Imperial College qui disaient en France, on pourrait avoir au moins 300 000 morts et sur plusieurs mois. Et donc là, les pouvoirs publics se sont dit que si on n'intervient pas, c'est le pénal pour nous. C'est ça qu'ils ont fait. C'est la peur du pénal. Bon. Et donc là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez une évolution très forte du droit. Et le droit international, c'est complètement étonnant. Maintenant, quand on a une affaire dans un pays, ça a été le cas pour Jean d'Arc avec le climat en Hollande, la justice des autres pays le prend en compte. On a une espèce de droit interne qui évolue en fonction du droit international. C'est très étonnant. Et on a une espèce de réveil du droit contre le politique et l'économie pour sauver nos vies. Je trouve ça assez intéressant et ça me semble aller vraiment dans le très bon sens. Hein. Alors, je voudrais finir là-dessus. Évidemment, la mesure comme celle des quotas, elle n'est pas drôle du tout. Hein. Autant vous dire que moi, s'il n'y avait pas ces questions d'environnement, je serais un social-démocrate bon pas. Ça me semblait un bon régime, hein, la Suède des années 70, c'était assez sympa. Hein, Olof, avant d'être assassiné, prenait le métro et tout. Bon, voilà. Et en fait, je ne peux plus raisonner comme ça.
C'est-à-dire, quand je propose cette histoire, enfin, on propose à plusieurs, puis beaucoup de gens reprennent un temps, cette histoire de quota, c'est pas pour faire chier les gens, enfin, que la chose soit claire. C'est parce que je suis persuadé, l'état auquel, si vous me trouvez un instrument meilleur, moins impactant, mais aussi efficace, alors je vous dis tout de suite, je le prends tout de suite. Si Utopie nous sort un rapport génial, basta les quotas, nous on vous propose ça, j'achète immédiatement. Donc voilà, on essaie simplement de répondre à une situation qui est très difficile. Si vous faites mieux, alors franchement, allez-y. Tu n'as pas répondu sur, ou pas complètement sur la coopération internationale, etc. Comment on la mettrait en aujourd'hui, place, à quelle échelle ça peut marcher, s'il faut bien que quelqu'un se lance, parce que si on attend, le risque c'est que tout le monde attende les autres. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est le dilemme des prisonniers. Si quelqu'un ne se lance pas en premier, on n'y arrive jamais. C'est clair. Alors, on peut y avoir des avantages. On peut y avoir des avantages, notamment en termes de. Quand à nouveau, on va focaliser sur le climat, j'aime pas, enfin, c'est vrai, on va quand même le faire. Vous savez, on parle de. On commence sur la française de mitigation. Ok, c'est juste, on atténue. Mais c'est le changement climatique qu'on atténue. Et vous l'avez vu, pour atténuer le changement climatique, il faut réduire drastiquement nos émissions. Il ne faut pas confondre. Hein. Mitigation, c'est le changement. Ce n'est pas la cause. La cause, on la réduit drastiquement. Et pourquoi je vous dis ça? Je veux en réfléchir. Coopération internationale. Oui, voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est dans une très mauvaise passe parce que même Joseph Borrell, vice-président de la Commission, le reconnaît. On a aujourd'hui un certain nombre de puissances qui remettent en cause l'ordre antérieur et qui le remettent en cause militairement. C'est la Chine en mer de Chine, c'est la Russie en Crimée, c'est Erdogan, l'usine grecque, etc. Et enfin, appelons un chat, on a quand même absolument effrayant. Le numérique, c'est très simple à comprendre. Le numérique, ça vous met à peu près dans la position d'un loup devant 2000 brebis. Il vient se réveiller. Il va passer l'expression, il ne va pas s'emmerder à chemin. Donc, il fonce dans le tas, il en égorge je ne sais pas combien et il repart complètement ivre. Ben, le numérique, c'est à peu près ça. Ça vous donne Fox News, ça vous donne CNews, etc. Ça vous donne Zemmour, c'est ça. Ces gens-là, ce n'était pas possible autrefois. Quand vous aviez, si vous voulez, un système d'information pour le très grand nombre, vous n'aviez jamais d'information. Et vous aviez la même information. Maintenant, vous avez multiplié partout les niches informationnelles, vous avez des cinglés partout. Et ça marche. Regardez, encore une fois, regardez le dossier du Monde sur les anti-masques, regardez la corrélation avec le complotisme. Vous pouvez imaginer qu'un gars qui pense que la Terre est plate, il imagine que la Terre est sous un dôme de glace pour que l'océan ne tue pas dans l'espace. Vous voyez, ils en sont. Et ça, c'est 16% aux États-Unis. Bon, à eux, leur demander de lire un rapport du GIEC, il va y avoir un certain temps de délai. Donc, on est là sur le plan international. On est dans cette situation-là. Donc, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est s'entendre avec ceux avec qui on peut s'entendre et faire une coalition internationale entre ces gens-là. C'est ça qu'on pas faire mieux. Après, effectivement, ce qu'on propose à une échelle d'un pays, ça me paraît difficile. C'est très intéressant, en revanche, à l'échelle européenne. Là, il y aurait, si vous voulez, une puissance de transformation avec ces quotas qui serait gigantesque et qui aurait même un impact international, évidemment. Mais alors, comment on fait pour y arriver? Ça, je suis désolé, je n'ai pas la réponse. Mais je compte sur Utopie. Ben merci Dominique, je vois que tu remets ta montre puisqu'il est 15h. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous de votre présence ici et dans l'écran. Je précise pour ceux qui ont éventuellement raté la fin, raté le début ou qui veulent reprendre des notes, compléter leurs notes du speech de Dominique, que tout ça sera disponible en replay. Normalement, je n'ai pas eu la confirmation de Charbel, mais je suis quasiment sûre que oui. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup.